Il est 15 h, l'heure de vous informer sur les nouvelles du pays et du monde. Voici les titres. Djibouti, Canada, de parlementaires canadiens à Djibouti. Russie-Ukraine rencontre Poutine-Poroshenko, espoir de baiser la tension. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Passons au développement de ces nouvelles. Le président de l'Assemblée nationale, Idriss Arnaoud, a reçu hier une délégation du parlementaire canadien du groupe Amitié Canada-Afrique. Cette délégation séjourne actuellement à Djibouti dans le cadre d'une mission d'information et de consultation visant à resserrer les liens avec les pays amis du Canada, dans les pays francophones. Des consultations se déroulent actuellement pour rechercher le meilleur profit au remplacement du secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, qui arrive aux fins du mandat. Une Canadienne d'origine africaine postule ce poste. Un sommet de pays francophones pour trancher cette question doit avoir lieu fin novembre à Dakar, au Sénégal. Ces candidats, 4 Africains et une Canadienne, briquent la succession de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Le choix de ces concepts chefs d'État et de gouvernement qui trancheront pour consensus le 29-30 novembre à Dakar, lors du 15e sommet de cette organisation, n'est pas encore arrêté. Les entretiens entre le président de l'Assemblée nationale et le parlementaire canadien ont également porté sur le rôle du Parlement dans le renforcement des institutions. La situation régionale en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen a été également évoquée. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a également reçu hier cette même délégation de parlementaires canadiens. Membre de l'association parlementaire Canada-Afrique, composée notamment de Mme Reynal André-Chirouk, sénatrice, et Mme Shrul Galland, députée de M. Mauril Belangeon, député également, état de l'ambassadeur du Canada accrédité à Djibouti, M. David Yusher. Les discussions ont porté sur le récent développement de la situation politique et sécuritaire dans la région, notamment en Somalie, en Soudan du Sud et au Yémen. À ce sujet, les parlementaires ont salué le rôle crucial joué par la République de Djibouti dans la région dans la promotion de la paix. Par ailleurs, le ministre a profité de l'occasion de cette rencontre pour briefer la délégation canadienne sur le développement économique en cours dans notre pays, notamment au niveau des infrastructures portuaires et ferroviaires. Autre titre de ce journal, le ministère de la Santé, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a procédé hier à une distribution de médicaments d'urgence à Arta et Dikil. Ces distributions de médicaments entrent dans le cadre de renforcement du système de santé dans les régions de l'intérieur, et c'est là afin de prévenir les situations d'urgence sanitaire. Ces dons de médicaments s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat actif entre le ministère de la Santé et l'OMS. La mission s'est rendue également dans la région de Dikil, où le don de médicaments a été réceptionné par le médecin-chef du centre médico-hospitalier. Par la suite, la mission s'est rendue également dans la région d'Arta, où là aussi les médicaments ont été réceptionnés par le médecin-chef de la structure de soins d'Arta. Ces médicaments sont destinés aux populations de régions de l'intérieur et plus particulièrement les plus nécessiteuses. Toujours dans notre page santé, la maternité de référence à Dar al-Hanan a abrité dans ses locaux une opération de collecte de dons de sang. Cette opération a eu lieu en collaboration avec l'association de jeunes d'Ambouli. Était présent à cet événement la directrice de la maternité, Mme Zahra Moussa, le directeur administratif de la maternité. Ces collectes de sang sont régulièrement organisées à Dar al-Hanan. Elles ont lieu au moins de 2 fois par an. Chaque opération permet de collecter 30 à 35 poches de sang. Qui collabore avec l'annexe carte 7 Bissambouli. Cette journée, cette action, c'est une action vraiment qu'on fait annuellement, tous les années, et qui se répète tous les années. J'espère que ça va continuer. Cette année, on a collaboré avec l'annexe de carte 7 Bissambouli. C'est pour étaler en fait le domaine c'est pour ne pas se limiter à l'annexe ou bien Humbouli, mais c'est pour toucher, parce que l'annexe regroupe plusieurs quartiers. Et voilà, nous avons élargi cette action pour toucher et sensibiliser plusieurs jeunes aux côtés de nos maires de Dar al-Hanan. La mosquée Ar-Rawda, communément connue sous le nom de mosquée Al-Ghelle, située en quartier 6, boulevard Nasser, fait l'objet de travaux de réhabilitation et de reconstruction.
Cette mosquée a été construite petit à petit sur plusieurs années. Elle s'est progressivement transformée en véritable lieu de culte. Mais il semble bien que le nombre de sécurité lors de sa construction n'ont pas été respectés. L'imam de la mosquée Saïd Moussa sollicite à ceux et celles qui ont des moyens de faire œuvre ou actes utiles en participant au financement de travaux de réhabilitation. Toute participation à la construction ou à la réhabilitation d'une mosquée est considérée comme un acte de bonne foi d'un vrai musulman. Selon l'imam, les travaux de réhabilitation se poursuivent depuis 4 mois grâce aux dons de construction dans la communauté djiboutienne. L'imam Saïd Moussa a indiqué également que la première partie des travaux de construction de la mosquée se sont achevés, mais qu'il reste beaucoup à faire. Il souhaite une participation de généreux donateurs. Selon lui, les travaux avancent doucement, mais sûrement pour la reconstruction de l'une des plus anciennes mosquées de la capitale. Il vous est possible d'offrir vos dons au numéro de compte 119 077 de la Salam African Bank, ouvert à cet effet. Djibouti accueille depuis mardi dernier la 8e réunion des ministres chargés des infrastructures des pays membres du COMESA, le marché commun des pays d'Afrique de l'Est et du Centre. Les travaux préparatoires sont en cours au Palais du Peuple. Ces travaux et rencontres ont pour les motifs ou obligations d'assurer l'intégration économique régionale. Dans ce reportage qu'a réalisé notre confrère Ahmed Hamed, nous allons vous présenter cette organisation qui regroupe actuellement 19 États. C'était le générique de cette édition. On va essayer de revenir sur ce... Aux années 60, le traité établissant la COMESA a été signé à Kampala, en Ouganda, en novembre 1993 et ratifié au sommet de Lilongwe, au Malawi, en décembre 1994. Il a remplacé l'ancienne zone de commerce préférentiel, la ZEP, qui existait depuis 1981. 19 États donc, parmi lesquels les pays arabes membres de la COMESA que sont Djibouti, l'Égypte, le Soudan et les Comores. Les autres membres sont l'Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Kenya, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, la Namibie, le Rwanda, les Seychelles, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Le siège du COMESA est à Lusaka, en Zambie. Cette organisation régionale a une population totale de 340 millions d'habitants et un produit intérieur brut total de 170 milliards de dollars. L'autorité des chefs d'État et de gouvernement est l'organisme politique supérieur de l'organisation avec secrétaire général pour l'organisation Sindizo Nguyen. La présidence de l'organisation est alternée tous les ans entre les pays membres. Les pays de la COMESA ont créé en 1998 une cour de justice qui assure l'interprétation et l'application correcte des objectifs du traité. Plusieurs institutions COMESA ont été créées également pour promouvoir la coopération et le développement régional, dont notamment la Banque de commerce et de développement, FEMCOM, l'Agence régionale d'investissement, la Chambre de compensation, l'Association des banques commerciales, etc. Le marché commun pour l'Afrique orientale et australe dispose d'une zone de libre-échange lancée à Lusaka en Zambie le 31 octobre 2000 par 9 pays du COMESA, à savoir Djibouti, l'Égypte, le Kenya, Madagascar, le Malawi, l'île Maurice, le Soudan, la Zambie et le Zimbabwe qui se sont engagés à supprimer toutes les barrières tarifaires internes. Ainsi, le COMESA s'efforce d'atteindre le progrès économique et social durable de tous les États membres par une coopération accrue et une intégration dans tous les domaines du développement, notamment dans le commerce, les domaines douaniers et monétaires, du transport, de la communication et de l'information, de la technologie, de l'industrie et de l'énergie, du genre, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources naturelles. En marge de la réunion des directeurs de l'aviation civile des pays membres du COMESA, le ministre du Transport et de l'Équipement, Moussa Ahmed Hassan, a reçu une délégation composée du secrétaire général de la Commission africaine de l'aviation civile, Sozena, et du directeur régional adjoint de l'Organisation de l'aviation civile internationale basée à Nairobi, M. Prosper Sominto. L'entretien a porté sur la situation de l'aviation civile en Afrique et dans la région du COMESA. Les discussions ont aussi porté sur les relations de coopération qui existent entre la République de Djibouti et les deux organisations qui sont l'Organisation internationale de l'aviation civile et l'Organisation africaine de l'aviation civile, l'OICI et la CAFAC. Il a été décidé de renforcer le lien de coopération dans le domaine prioritaire de l'aviation civile djiboutienne.
À l'occasion d'une réunion conjointe des directeurs de l'aviation civile, des experts venus de plusieurs pays d'Afrique et des militaires de haut rang qui a eu lieu au Palais du Peuple depuis 3 jours, les délégués africains se sont donné hier le temps d'effectuer des visites, notamment au centre de surveillance maritime de la Marine nationale djiboutienne. Ces délégués étaient accompagnés par le directeur du transport au département de l'équipement et des transports, Omar Wihib, le commandant de la Marine nationale et le commandant des gardes-côtes djiboutiennes. Lors de cette visite, le chef de la Marine nationale n'a pas manqué de leur fournir un bref historique sur les zones maritimes exclusives de Djibouti, tout en mettant l'accent sur l'équipement des forces navales bien formées et motivées. De nouveaux centres d'opération de surveillance ont été construits dans l'objectif de lutter contre la piraterie maritime et empêcher l'accès des zones maritimes à tout ce qui peut être considéré comme pouvant constituer une menace au trafic maritime, à l'environnement marin. Il a précisé que l'emploi de sociétés militaires privées dans le cadre de la lutte contre la piraterie soulève des questions d'ordre juridique national et international. En droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer habilite uniquement les États à réprimer les actes de piraterie, a-t-il poursuivi. Il a également reconnu que la base des actes de piraterie est due à la présence de forces militaires internationales. Il a poursuivi ses propos en concluant que le commerce maritime représente l'essentiel du commerce international. Plus de 95% des échanges internationaux et intercontinentaux de marchandises se font par la voie maritime. Passons à présent à l'actualité internationale. Cas suspect d'Ebola en l'Île-de-France. Après la substitution, le soulagement. Le test mené hier sur l'infirmière souffrant de violentes fièvres et suspect d'avoir été contaminée par Ebola se sont révélés négatifs. De nouvelles analyses sont en cours pour écarter définitivement la thèse de la contamination par le virus meurtrier. Aïcha Abdullahi. Les premiers résultats seraient rassurants. L'infirmière française souffrante de fortes fièvres est hospitalisée hier au service de maladies infectieuses de l'hôpital Bédjine Hassan Mandé ne serait pas contaminée par le virus Ebola. Une nouvelle série de tests doit être réalisée pour confirmer ces premiers résultats et écarter les suspicions de premiers cas de contamination par le virus sur le territoire français. L'infirmière a été en contact régulier avec la bénévole de Médecins sans frontières infectée par Ebola au Libéria avant d'être rapatriée en France dans la nuit du 18 au 19 septembre dernier pour y être guérie. J'ai dit de façon extrêmement nette que lorsqu'il y aura un cas d'Ebola sur le territoire français, je n'informerai la population immédiatement. Je ne veux pas entrer dans une espèce d'alimentation du doute, a-t-elle indiqué. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, s'est refusée à faire tout commentaire sur les situations qui peuvent être ou pas en cours. Chrik, ultime refuge pour les habitants de Kobané. Chrik, une ville turque située à quelques kilomètres de la frontière syrienne, accueille des milliers de réfugiés kurdes qui ont fui Kobané. Par solidarité, ils sont reçus par leurs frères kurdes ou comme ici dans les mosquées. Le point dans cette séquence. Cet afflux de réfugiés inquiète les habitants, comme Ibrahim Koufan, un commerçant. Nous, on ne fait pas des affaires. Les gens pensent que ces dizaines de milliers de personnes, c'est bon pour le commerce. C'est l'inverse. On ne vend rien. Les gens réfugiés dans les mosquées et les maisons sont démunis. Ironie du sort, le symbole de la ville est la grenade, un fruit célèbre en Turquie. Mais c'est le son d'autres grenades qui résonnent. Ces petites villes normalement calmes, distantes de seulement 10 km de Kobané et situées à la frontière syrienne, vit une période très spéciale. Selon Pora Parekkarta, Chorek compte 60 000 habitants habituellement, mais sa population a triplé. Il estime que le retour à une vie normale pourrait prendre du temps. Rencontre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko qui sera appuyé par les dirigeants européens en marge d'un sommet Euro-Asie à Milan. Le président russe Vladimir Poutine avait rendez-vous aujourd'hui avec son homologue ukrainien Petro Poroshenko pour des entretiens sur la situation en Ukraine. Avant cette rencontre, le dirigeant russe avait menacé les Europes de leur suspendre de la livraison de gaz russe alors que l'hiver s'approche. C'est la troisième fois que les deux chefs d'État se rencontrent depuis le conflit qui a éclaté dans les provinces de l'Ukraine et la crise en Crimée. Ahmed Hamed. Les présidents russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Petro Poroshenko se sont donné rendez-vous aujourd'hui en marge de la 10e édition du Forum économique entre l'Europe et l'Asie. Plusieurs dirigeants européens suivront la rencontre, notamment le président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel, le premier ministre britannique David Cameron, le chef du gouvernement italien Matteo Renzi et les dirigeants de l'Union européenne Juan Manuel Barroso et Herman Van Rompuy.
Les Européens ainsi que leurs homologues asiatiques attendent des avancées sur le dossier ukrainien, actuellement dans l'impasse. C'est à la Russie de fournir la contribution décisive pour une désescalade de la situation en Ukraine, a déclaré hier Angela Merkel devant le Parlement allemand et avant son départ pour Milan. À son arrivée à Milan hier soir, Petro Poroshenko a déclaré n'attendre qu'une seule chose de sa rencontre avec son homologue russe, la paix et la stabilité. La Russie dit de son côté vouloir discuter des origines du conflit ainsi que des perspectives de paix. Mais Poutine avait menacé l'Europe de lui suspendre la livraison de gaz russe à l'approche de l'hiver. La dernière rencontre entre les deux hommes qui avait eu lieu à Minsk en Biélorussie le 26 août dernier s'était bien passée. Les deux hommes étaient ressortis pleins d'optimisme, annonçant la mise en place d'un plan de paix. C'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez tous un agréable week-end sur Télé Djibouti.